Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Hebdo de la médiation. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Spéciale à deux titres, puisque nous sommes à la veille du symposium annuel de la médiation professionnelle qui a lieu à Strasbourg. J'espère qu'on se verra demain en présentiel ou en distanciel. Et puis une émission spéciale parce qu'aujourd'hui, nous recevons Frédérique Yonekeri, qui est la directrice de l'Institut Camille Miret. Institut Camille Miret qui a déjà reçu son espoir de la médiation, on l'a fait en local, et puis qui va venir sur scène demain après-midi aux alentours de 16 heures pour pouvoir en parler et pour pouvoir échanger aussi avec le public et avec les internautes qui nous suivront. Alors, c'est l'occasion de pouvoir aller un peu plus profondément, puisqu'on a un peu plus de temps, Frédéric, aujourd'hui, pour en parler. Demain, lors du symposium, on aura juste 20 minutes. Donc là, on va pouvoir creuser un petit peu les sujets. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est, alors, premièrement, l'ICM, l'Institut Camille Miret, mais qu'est-ce que c'est? Et puis, toi, dans tout ça, qui es-tu? Alors, tu peux prendre la parole et pouvoir, comme ça, échanger sur ces aspects. Et puis, si tu as des idées qui te viennent, si tu veux creuser, sois libre de pouvoir donner toutes les informations que tu veux. Et je sais qu'il y en a beaucoup avec l'Institut Camille Miret. Merci beaucoup, Jérôme. Bonjour. Alors, l'Institut Camille Miret, c'est un institut historiquement psychiatrique qui est situé dans le Lot et qui réunit 14 structures. Ces structures qui sont réparties sur l'ensemble du département, donc sur 37 sites, accueillent des salariés, donc 1200 salariés et 400 stagiaires ayant pour spécialité la prise en charge en psychiatrie, en santé mentale, en inclusion, en polyhandicap. Nous avons aussi un institut médico-éducatif dans le cadre de l'accompagnement des enfants atteints de troubles autistiques. Voilà, donc une très belle structure historiquement qui avait malgré tout un système asilaire, hein, j'allais dire, dans sa structuration et dans son système de pensée. Je le dis sciemment parce que dans l'histoire de l'Institut et dans son évolution et dans les projets qui ne sont plus aujourd'hui à l'état de projet, hein, mais bien évidemment dans les démarches que nous avons engagées, eh bien, vous verrez que c'est j'allais dire, une évolution culturelle majeure pour l'Institut. Tout à l'heure, j'ai fait un peu la distinction entre la psychiatrie et la santé mentale, hein. Je tiens à le préciser ici parce que nous nous battons à l'Institut pour qu'il n'y ait pas cet amalgame entre la psychiatrie finalement qui est l'aboutissement de pathologies et la santé mentale qui est une façon de travailler sur l'ensemble du territoire et qui embrasse beaucoup de sujets. C'est-à-dire de faire en sorte, dans le cadre de la prévention, que la personne ne bascule pas ou le moins rapidement possible en psychiatrie. Cela veut dire que ce sont tous les acteurs sociaux, médico-sociaux, mais aussi l'éducation nationale, les agences régionales de santé, et puis finalement tous les citoyens qui sont, j'allais dire, non pas responsables que d'eux-mêmes, même si c'est important, mais aussi de l'ensemble de la société, de cette société que nous voulons transmettre. Donc, cette approche est une approche managériale éthique et j'allais dire d'inclusion nous-mêmes au sein de la cité. Voilà de quelle façon je pourrais décrire l'Institut. Une petite précision, je disais que nous étions en situation de monopole, 689 lits et places, hein, dans un département qui compte 175 000 habitants. Donc voilà, une vocation, j'allais dire, économique et sociétale particulièrement importante. Alors tout à l'heure, tu faisais la distinction entre psychiatrie et santé mentale. Est-ce que on pourrait le résumer ainsi? L'objectif sur la santé mentale, c'est d'être dans le préventif, dans l'anticipation de situations difficiles, et la psychiatrie serait le curatif. Alors, il n'y a pas de pathologie en tant que telle en santé mentale, il y a des situations. Et la psychiatrie, oui, ce sont des troubles anxieux, des dépressions, la schizophrénie, c'est effectivement toutes les pathologies. Pourquoi je tiens absolument à faire la différence? Effectivement, tu as raison dans le cadre de la prévention, c'est que tout le travail que nous sommes en train d'engager avec le PMN aujourd'hui est un travail de fond, mais qui participe aussi de la prévention en santé mentale dans le cadre de la relation, donc que ce soit la relation au travail ou la relation en tant que citoyen, de la manière dont nous pouvons débattre, défendre nos idées et puis engager une société vers
j'allais dire, des comportements différents de ceux que nous voyons aujourd'hui. Bon, ça veut dire 690 lits à peu près, 697 peut-être. Ça veut dire aussi, en fait, beaucoup plus de monde que ça, puisqu'il y a ceux qui bénéficient des soins, et puis tout le maillage, tu disais tout à l'heure, qui était intervenu, vous intervenez en particulier avec l'éducation nationale, sur des modalités particulières, certainement, on pourra l'évoquer tout à l'heure, mais aussi d'autres acteurs. Ça veut dire que le projet, la vision de la société que vous voyez en interne, vous la diffusez aussi plus largement sur tout un territoire qui là est le Lot. Le Lot, le département du 46, pour ceux qui se tromperaient, c'est pas le Lot-et-Garonne, c'est bien le Voilà, Lot. on le confond souvent, hein. Alors que franchement, c'est pas comparable. Tous les départements sont différents, mais le Lot est particulier. Donc cette ICM, donc c'est ça, l'Institut Camille Miret, tu nous l'as dépeint. On pourra y venir tout à l'heure sur le projet un peu plus global, puisqu'il y a aussi un aspect sur le sport, la culture et d'autres aspects sur la santé mentale. On y reviendra, mais la semaine a déjà commencé, la semaine de la santé mentale. Mais dans tout ça, en fait, ouais, toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Qui es-tu finalement, Frédéric Yonnet-Kerry? Alors, je suis directrice générale de l'Institut depuis 2019 et j'étais avant secrétaire générale de la structure. Je suis arrivée en 2017 dans le Lot. Précédemment, j'ai dirigé pendant 7 ans en région centre l'établissement de santé du Courbat, donc qui prend en charge les policiers en situation de burn-out ou ayant fait des tentatives de suicide. Nous avions ouvert un atelier de psychoéducation en psychotrauma de manière à démontrer avec le CHU de Tours l'impact du psychotrauma, donc aussi de la relation, on pourra en reparler, sur à terme la conduite addictive et les états de mal-être au travail ou dans la société, parce que finalement c'est très poreux et les personnes qui ne vont pas bien chez elles ou pas bien au travail, on sait très bien qu'il y a une incidence réciproque. Précédemment encore, dans une vie antérieure, j'étais DRH à l'hôpital Villiers-Saint-Denis en Picardie. Et dans une vie encore antérieure, j'étais journaliste en Polynésie française et particulièrement attachée aux faits de société, puisque la Polynésie est un territoire d'outre-mer bénéficiant j'allais dire, d'une approche particulière, puisque le commissariat à l'énergie atomique était installé là-bas et faisait ses essais nucléaires, ce qui donnait lieu à de très nombreux débats, y compris entre journalistes et avec la métropole installée sur place. Pour la petite histoire, pourquoi la Polynésie? Tout simplement parce que j'ai passé le bac sur place et que j'ai vécu assez longtemps en Polynésie française. Voilà, après, j'ai fait d'autres choses dans ma vie, mais le parcours le plus long, en fait, c'est un parcours de directeur d'hôpital, en sachant que je ne suis pas issue de l'école de santé publique de Rennes pour les collègues du public qui sont aujourd'hui avec nous et que je salue. Je suis issue du monde universitaire, de la faculté de Montpellier, voilà, auprès de François Viala, qui est très attaché aussi à l'éthique. Et donc, je suis aussi enseignant vacataire à la faculté de Montpellier. Voilà en résumé ma situation professionnelle. Euh, Puis plus personnelle, je suis mariée, j'ai un grand-fils de 35 ans. Alors, ça fait vraiment un parcours peut-être un peu atypique, et je ne sais pas le parcours normal, s'il y en a un, pour les dirigeants de ce genre de structure, mais en tout cas, c'est un parcours riche. Il y a aussi un aspect sur lequel on n'est pas venu, c'est que l'Institut Camille Miret est une association. Oui. Donc, il y a un conseil d'administration, tout à fait classique pour une association, et puis il y a la direction, donc ça, il y a des salariés et des élus. Alors, c'est une association. Il y a dans le monde hospitalier 3 fédérations d'employeurs. La FHF, qui est la Fédération hospitalière de France, donc de droit public. La FHP, qui est la Fédération hospitalière privée, donc de droit privé, mais plus à vocation commerciale. Certains ont des actionnaires, d'autres non. Et puis la troisième fédération, c'est la FEAP, qui est la Fédération de l'économie solidaire, sociale et solidaire. Alors jadis, on nous appelait les non lucratifs, hein, les ni publics ni privés. Enfin, c'était, j'allais dire, une identité par la négation est toujours un petit peu compliquée à assumer.
Donc, nous sommes passés à l'économie sociale et solidaire. Pour vous donner une idée, toutes les fondations comme John Bost, l'hôpital Foch, Léopold Bellan, Saint-Joseph et tous les instituts anticancéreux sont des instituts privés non lucratifs. C'est-à-dire que nous participons au service public hospitalier, nous avons des missions de service public, notamment au niveau des urgences, en tous les cas en ce qui concerne la psychiatrie, mais nous sommes de droit privé, ce qui nous permet aussi d'avoir peut-être des marges de manœuvre plus souples, hein, puisque comme tu le disais, nous avons un conseil d'administration qui est représenté par un bureau dans lequel je siège, une direction générale et 13 directeurs. Donc, voilà de quelle façon nous sommes organisés et nous sommes financés par l'Agence régionale de santé pour toute la partie sanitaire et médico-sociale. Et nous avons une toute petite partie médico-sociale qui est financée par le département, c'est notre foyer de vie, où nous accueillons ici des personnes qui sont sur, j'allais dire, la voie de l'autonomie. Ils ne sont pas totalement autonomes, mais ils n'en sont pas très loin. Et c'est une passerelle. D'ailleurs, ce foyer de vie s'appelle la passerelle. Donc, il porte fort justement bien son nom. Alors, Voilà de cette façon dont nous sommes organisés. je sais pas si tout à l'heure tu l'as dit, mais tu sais à peu près combien il y a d'établissements différents de l'Institut Camille Miret sur le 14, d'accord. Nous sommes 14 établissements sur l'ensemble du Lot et nous comptabilisons 83 unités. Donc, c'est pour vous dire que l'organisation à l'ICM est très déconcentrée, d'abord parce que c'est ma façon de voir les choses, c'est-à-dire de laisser le plus d'autonomie possible à la personne, ce qui n'empêche pas le contrôle, hein, mais une fois que les objectifs sont d'abord partagés, étudiés ensemble et ensuite contrôlés, voilà, je laisse énormément les directeurs et les salariés s'organiser avec un minimum de ce que moi j'appelle d'entrave managériale. Je m'appuie beaucoup sur les salariés et nous avons des relations permanentes et c'est important pour moi. En tous les cas, c'est la façon dont moi je vois le management, hein, et dont je le mets en œuvre au sein de l'ICM. Alors ça peut être un petit peu étonnant parfois pour quelques-uns qui arriveraient d'autres lieux, mais je reste intimement persuadée qu'aujourd'hui nous allons vers ça et c'est tant mieux. Tout à l'heure, tu disais déconcentré. Alors, c'est pas qu'ils sont frivoles, hein, c'est décentralisé en fait que tu voulais évoquer. Alors, la déconcentration, la décentralisation, c'est encore un petit peu différent, c'est-à-dire que les directeurs ont un budget, nous définissons, chaque structure a son propre budget, bien évidemment, mais nous définissons aussi des budgets supplémentaires qui sont totalement à la main des directeurs et sur lesquels moi je n'ai pas de regard particulier à la question de la confiance. Et je pense que quand on manage, si on est dans l'hyper-contrôle, c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur. Là encore, c'est un avis personnel. Et puis, franchement, les citoyens sont, parce que pour moi, sont certes des salariés, mais avant tout des citoyens. Je ne vois pas pourquoi, alors que les salariés ont aussi leur vie personnelle et, euh, et gèrent leur vie personnelle, ils ne seraient pas en capacité de le faire au sein d'une structure professionnelle. Donc, oui, je m'appuie aussi beaucoup sur le sens des responsabilités, leur bon sens. Et j'allais dire, c'est gratifiant et je sais que je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas parce que j'ai des retours en permanence. Donc, je pense que je suis sur le bon chemin en mettant en place et en développant ce type de management. Alors, on voit petit à petit se dessiner un peu peut-être les raisons pour lesquelles tu as eu un jour, un matin peut-être, au réveil devant la glace, non pas une envie de devenir président de la République, Pas du tout. mais plutôt de faire bouger les lignes, de changer finalement ce qu'est la culture d'entreprise de l'Institut Camille Miret. Alors peut-être que tu peux revenir justement sur ces raisons qui ont fait qu'un jour, tu as non pas tapé dans la fourmilière, mais tu as impulsé une envie qui aujourd'hui, et on va le voir petit à petit dans les projets, se développe tant et si bien que finalement, on a un peu l'impression que ce sont les personnes qui viennent te voir pour te forcer à aller plus vite, plutôt que toi qui ne les incites et ne les contraignent. Alors, déjà, mais d'où est venue cette idée d'intervenir sur la qualité des relations, sur l'entente au sein de l'Institut Camille Miret? Alors, déjà, à titre personnel, c'est un tropisme. C'est un tropisme. Je ne suis pas une fanat des conflits permanents. Vous savez, quand on est DG, on reçoit
beaucoup à plusieurs reprises les conflits des autres. Euh, Parce que ce sont souvent des plaintes qu'il faut entendre, même quand on est, et surtout aussi quand on est DRH. Donc déjà, c'est un tropisme personnel. Alors, cette envie, en fait, elle n'est pas née, alors par rapport à l'EPMN, j'allais dire, elle n'est pas née non plus par hasard, mais c'est une lente construction, en sachant que l'adjectif lente n'est pas un adjectif péjoratif, mais plutôt une construction qui a mûri au fur et à mesure de mon année d'études. Euh, et donc, je parle souvent d'envie et de plaisir quand on s'engage dans une telle démarche. Et pour moi, c'est essentiel. Donc, au fur et à mesure que je me formais à l'EPMN, je voyais se profiler la façon dont je pouvais engager l'Institut dans cette démarche. Alors, pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce que c'est un institut qui est souvent qualifié par l'extérieur et puis par l'interne aussi, disruptif. C'est-à-dire un institut qui est très traversé par des instances politiques, c'est un petit territoire, le Lot, par un doux mélange entre le politique, le syndical, le management, le passé aussi de l'ICM, puisqu'il faut savoir que des salariés avaient leurs propres parents qui étaient soit salariés de l'Institut, soit patients. Donc, c'est important aussi de le savoir. Donc, ils ont une connaissance de la structure. Alors, on le voit souvent en très, très grande ruralité où, eh bien, finalement, vous avez des dynasties entières à l'intérieur de l'Institut et ça requiert un management un peu particulier. Déjà, de faire connaissance de l'histoire. On dit souvent que l'histoire est dans les murs des hôpitaux et ça s'avère particulièrement juste au sein de l'Institut. Donc voilà, c'est en constatant tous ces conflits permanents. Bon, il faut savoir que pendant 8 mois, au sein de l'ICM, le CSE ne s'est pas tenu euh, pour diverses raisons. De désaccord avec les organisations syndicales, mais pas qu'avec les organisations syndicales, parce que je pense qu'elles n'étaient pas les seules à s'être engagées dans cette approche en permanence conflictuelle. C'est-à-dire qu'avec les directions générales successives, c'était à couteau tiré, prise d'otage du conseil d'administration, revendications apportées sur la table d'une manière extrêmement violente. Et donc, une façon de faire, donc nous connaissons bien maintenant à l'EPMN, qui font qu'à un moment donné, les organisations syndicales ont réclamé une médiation par l'intermédiaire de l'inspection du travail et d'un réseau. Donc j'ai refusé, j'étais en pleine formation à l'EPMN, je me dis c'est pas possible, on n'est pas du tout dans la démarche que je souhaite engager et certainement pas dans ce type de médiation. Et puis petit à petit, les choses se sont calmées parce que j'ai aussi euh, entendu. Alors là aussi, on a eu un débat avec la CGT notamment sur qu'est-ce que le verbe entendre, qu'est-ce que le verbe écouter. Donc nous n'avions pas tout à fait les mêmes définitions les uns et les autres. Et on s'est aperçu au fur et à mesure de nos échanges que euh, cette méconnaissance de l'un et de l'autre, leur légitimité, eux, par rapport à la mienne et moi-même par rapport à la leur, était l'une des sources des conflits, au-delà des ingérences politiques, bien évidemment, qu'il peut y avoir au sein de l'Institut. Mais si déjà les deux structurations, c'est-à-dire la direction générale et les instances du personnel, ne se rejoignent pas sur une définition de vocabulaire, il est vrai que, bien, je l'ai vécu en direct, hein, les choses étaient particulièrement compliquées, mais l'intérêt pour moi d'avoir été à l'EPMN, c'est qu'au fur et à mesure que j'avais ces échanges et ces blocages avec les organisations syndicales, finalement, j'arrivais à trouver des portes d'entrée pour continuer à maintenir le dialogue, tant parce que je m'appuyais sur les concepts d'ignorance et de maladresse et de légitimité qui ont fait qu'à un moment donné, les choses se sont petit à petit décantées. Et aujourd'hui, nous travaillons ensemble et notamment nous signons des accords. Et il y a en ce moment, pendant que je parle, une réunion avec les organisations syndicales dans le cadre de la mise en place d'une gestion prévisionnelle des compétences qui n'existait pas à l'ICM. Et ce sera aussi une grande première. Donc voilà de quelle façon c'est arrivé. Pas d'un coup, mais j'allais dire que j'avais un cas pratico-pratique sur place à l'Institut. Et puis l'accompagnement, alors sans que ce soit un accompagnement
officielle, le fait d'avoir été étudiante à l'EPMN pendant cette difficulté particulière, bah, finalement m'a amené à résoudre ces conflits petit à petit. Alors, Nous je sommes voudrais de nouveau en désaccord, mais je pense que la façon de s'adresser et les uns envers les autres et réciproquement, euh, voilà, c'est une approche réciproque qui changera la donne, je pense. Alors là, tu as évoqué en fait les situations qui ont fait que tu as eu envie de faire bouger les lignes, mais alors peut-être plus intimement, à la limite, quel est le sens de ce changement que tu as impulsé? Quelle visée sociétale finalement avais-tu et as-tu encore aujourd'hui pour mettre en place un projet qui semble un peu fou de révolutionner les rapports humains à l'intérieur d'un institut avec une histoire forte, avec des modalités de communication qui étaient finalement basées sur des habitudes, des usages, peut-être d'un autre siècle, en tout cas qui n'étaient pas toujours satisfaisantes. Alors quel est le sens finalement pour toi de toute cette implication? Mais je pense que c'est un sens éthique, hein. C'est un sens éthique qui n'est pas, euh, qui ne relève pas exclusivement de moi-même, en fait, même si, comme je le disais tout à l'heure, c'est un tropisme. Il est vrai qu'à un moment donné, on peut pas continuer comme ça. Enfin, je veux dire, c'est dangereux pour tout le monde. Mais c'est surtout aussi que nous accompagnons des patients des résidents et qu'on ne peut pas se targuer, mais c'est pour tout le monde, hein, pas uniquement pour les soignants, c'est aussi pour les directions successives, d'accompagner les patients, et alors surtout en psychiatrie, et d'avoir ce type de relation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est véritablement faire évoluer la culture au sein de notre structure. Et finalement, c'est d'imaginer le type de société que nous souhaitons transmettre. C'est une responsabilité individuelle et collective. Nous ne pouvons pas nous décharger en permanence sur l'ensemble de la société si nous-mêmes, dans notre propre périmètre d'intervention, nous ne sommes pas en capacité de faire face et d'accompagner l'entente sociale. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a guidée à titre personnel. Et puis je vis dans le Lot et je pars du principe que l'entente sociale fait partie aussi de l'attractivité d'un territoire. C'est une démarche innovante et pour le territoire et pour l'Institut. Et bon, je ne suis pas quelqu'un de joueur, mais je parie sur une approche positive de cette démarche. Euh, voilà, et puis c'est surtout, j'allais dire, une approche contributive. J'y tiens vraiment. Je suis particulièrement réfractaire à tout ce qui est vertical, euh, vertical dans le management, hein, parce que l'homme au sens générique du terme est debout. Le management peut tout à fait être horizontal, contributif, enfin, on lui met tous les qualificatifs que l'on veut, mais en tous les cas, il ne peut pas y avoir d'un côté les sachants, comme on dit, et les autres. Donc vraiment, ça fait partie de... Vous savez, souvent, quand on va vers ce genre de démarche, on parle souvent d'une volonté politique, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire la participation de l'individu dans la construction d'une société. Et je pense que aujourd'hui, au sein de l'Institut, nous y sommes. Nous sommes arrivés, je le crois intimement, à un tournant de notre histoire. Et le tournant de notre histoire, c'est aussi la relation que nous pouvons engager les uns avec les autres, et puis nous-mêmes avec les patients que nous accueillons. Donc ça fait vraiment, ça n'est pas qu'un seul élément, ça fait partie d'un tout. Et c'est ce tout que je souhaite offrir à l'Institut. Et finalement, le retour est intéressant et gratifiant, comme si, quelque part, les directions, les organisations syndicales, les salariés attendaient ce moment. Je l'ai senti parce que dans les échanges que nous avons, d'abord, il y a un réel intérêt. Aujourd'hui, il y a une demande, puisque nous avons déjà engagé la formation, la sensibilisation à la qualité relationnelle au travail. Il y a une curiosité, j'allais dire une curiosité très saine, le souhait d'aller plus loin. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est en train de se diffuser au sein de l'Institut. Jeudi dernier, j'ai eu une réunion avec les cadres de proximité qui aujourd'hui souhaitent aussi s'engager vers cette démarche, et les médecins, psychiatres, qui ont eu
un mot très, très beau, je trouve, du style, c'est pas parce que nous savons accompagner les patients dans leurs difficultés, dans leur pathologie psychiatrique, que nous sommes véritablement en capacité ou de manager ou d'avoir des relations ou une entente sociale avec l'ensemble des salariés placés sous notre responsabilité. Et je trouvais que cette prise de conscience et cette approche étaient ouvertes et particulièrement intéressante. Voilà, les médecins psychiatres et généralistes qui travaillent avec nous sont aussi particulièrement intéressés. Donc souvent, vous savez, quand on lance une idée, on dit souvent qu'on a, parfois, on l'a vu, j'ai lu hein, l'histoire de l'EPMN, c'est souvent difficile d'avoir raison trop tôt. Et là, je pense qu'on est pile poil dans l'histoire de l'Institut. Donc voilà les raisons et les démarches. Alors, il y a le projet sociétal porté par les médiateurs professionnels qui rencontre un projet sociétal et politique d'une direction concernant les relations en interne. Tu as commencé à parler des projets en fait qui sont déjà en place et d'autres qui vont venir. On peut peut-être s'attarder justement sur ces projets parce que c'est toi, mais c'est aussi toute une équipe en fait qui a travaillé sur l'élaboration de tout ça et la mise en œuvre. Alors, c'est parti certainement d'une action. On peut refaire comme ça l'historique des actions qui sont menées à l'ICM et puis celles qui vont venir par la suite. Alors, les actions, en fait, historiques, bon, il y a ma formation, ça c'est une chose, mais surtout, à un moment donné, nous avons été particulièrement démunis face à un conflit entre deux salariés. Une salariée qui accusait une seconde salariée de harcèlement. Donc, oui, j'ai fait appel à l'EPMN, à Jérôme, parce que euh, je voyais bien qu'on partait vers la gestion de conflits en lieu et place de la résolution de conflits. Parce que c'était, j'allais dire, culturellement, structurellement, ce qui se faisait à l'Institut jusqu'à présent. Donc ça a été déjà un premier levier. Euh, Alors avant que tu ailles plus loin, quand même, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'intervention d'un médiateur sur une situation de harcèlement. c'est ça, Parce que le harcèlement, à la base, il y a des obligations pour l'employeur c'est ça. de réaction, de mise en place d'une commission, d'une analyse de ce qui s'est passé avec des conséquences en termes d'autorité. Et vous avez fait le choix de passer par la résolution d'un conflit plutôt que de passer par une voie hiérarchique contraignante systémique. Tout à fait. Mais et surtout, nous avons souhaité euh, proposer au CHSCT de faire un pas de côté. C'est-à-dire que lorsque le CHSCT, enfin CSSCT aujourd'hui, a été informé de cette situation, je voyais bien qu'ils étaient gênés. Alors maintenant, évidemment, c'est l'instance qui doit enquêter, qui doit voilà, accompagner ces situations de souffrance. Je voyais bien que ça allait pas. C'est quelque chose qui leur convenait pas. Et tout simplement parce qu'ils connaissaient les deux salariés et en fait, leur crainte, c'était de ne pas rendre parti, c'est-à-dire de sortir de cette impartialité, de cette neutralité. Et je voyais bien, alors après, la confidentialité, c'est encore autre chose, surtout sur un petit territoire comme le nôtre, mais on voyait bien qu'ils n'étaient pas à l'aise. Et c'est vrai qu'en leur proposant d'être présents en même temps, hein, c'est-à-dire d'être partie prenante, je leur ai exposer ce que serait une médiation professionnelle par le PMN. Et les élus étaient tout à fait emballés, d'abord parce qu'ils trouvaient que l'approche était intéressante, c'est-à-dire de sortir de la gestion du conflit. Eux-mêmes, ça les intéressait parce que ils avaient entendu parler de médiation, mais vous l'imaginez bien, c'était plutôt un autre type de médiation et finalement plus un arbitrage qu'autre chose. Et ils imaginaient qu'en s'engageant dans une médiation, on allait leur demander un arbitrage et ils étaient parfaitement réfractaires. Donc, à juste titre. Donc, voilà de quelle manière aussi j'ai engagé ce processus qui a permis d'aboutir à cette médiation. Et je tiens à dire que les salariés continuent de travailler ensemble, les deux personnes concernées continuent de travailler ensemble. Et les retours que j'ai aujourd'hui, c'est que ça se passe bien. Donc, il y a vraiment eu une association entre la direction, les élus du personnel, mais voilà, on voyait bien que le périmètre initial de ce qu'on faisait jusqu'à présent à l'ICM
finalement, personne n'y trouvait son compte et personne n'était satisfait. Et puis, j'allais dire, c'était reculer pour mieux sauter parce que le conflit, finalement, n'était pas résolu. Donc, il y a eu cette première expérience positive de ce que peut faire la médiation professionnelle dans les relations à l'ICM. Et puis, il y a eu d'autres éléments qui ont été mis en place. Il y a eu notamment une réunion d'information avec alors deux réunions d'information en fait, hein. Une Oui. première réunion avec le CSE, avec les membres du CSE. Oui. CSE élargi, alors, il y a eu effectivement plusieurs réunions. Déjà, j'ai bien évidemment abordé la question de la qualité relationnelle, de la médiation professionnelle avec le bureau, puisque c'est l'instance, c'est la gouvernance. Et le bureau de l'Institut, en fait, m'a donné un feu vert total. Ils ont même pris une délibération qui permet, bien évidemment, qui est un socle. Voilà, même si j'en avais pas obligatoirement besoin, mais c'est vrai que c'est un socle. Et puis surtout, c'était important pour moi d'associer la gouvernance, c'est-à-dire qu'on ait la même vision de ce vers quoi nous souhaitions engager l'Institut. Donc ça, c'était vraiment la première réunion. Ensuite, j'en ai parlé au conseil stratégique, puisque le conseil stratégique, en fait, c'est une instance composée de directeurs et des médecins chefs de pôle et du président de la commission médicale d'établissement qui porte les grandes orientations. Quand nous refaisons un projet associatif, c'est en cours. D'ailleurs, la QRT est inscrite au sein de notre projet associatif désormais. Le conseil stratégique a toute sa place. Et puis, il était important aussi que nous abordions le sujet avec les directeurs et avec les élus du personnel. Alors, on s'est posé la question de savoir si et les directeurs et les élus du personnel allaient bénéficier de cette d'une réunion en commun. Pour avoir échangé avec les uns et avec les autres, et puis avec Jésus et Jérôme, finalement, à la demande des élus et des directeurs eux-mêmes, nous avons souhaité organiser plusieurs réunions. Donc, une pour l'ensemble des directions avec le bureau, et puis une autre réunion avec les élus, un CSE exceptionnel, ce qui nous permettait d'avoir à l'occasion donc les élus titulaires et les élus suppléants, puisque d'habitude nos CSE se font sans les suppléants, sauf quand nous passons au CSE extraordinaire, et là nous sommes convenus avec le secrétaire du CSE d'ouvrir l'instance. Et effectivement, nous avons eu une très belle réunion. Et je tiens à préciser qu'ils ont souhaité aussi émettre un vote, même si ça ne faisait pas partie des consultations. Et il y a eu un vote favorable à l'unanimité des élus du personnel, ce qui est une grande première, donc en faveur de la qualité relationnelle au travail. Nous en avons aussi reparlé lors d'autres instances et les élus sont effectivement intéressés. Donc un vote unanime de manière à ce que l'ensemble de l'Institut soit engagé dans la qualité relationnelle au travail. Ils ont bien compris effectivement l'aspect de notre médiation professionnelle. Ce qui les a particulièrement intéressés, bien évidemment, c'est la neutralité, l'impartialité et la confidentialité. Et ce sont trois mots qu'ils ont retenus et sur lesquels nous échangeons assez régulièrement avec les élus du personnel. Alors, ce qui est intéressant à regarder là sur cet aspect-là, c'est qu'en fait, une volonté, une vision politique que tu avais rejoint aussi un besoin C'est ça. très concret en fait des élus du personnel pour pouvoir mieux accompagner l'ensemble du personnel. Ça, c'était une des deux réunions. Et puis, il y a eu la réunion avec les directeurs d'établissement. Donc, Oui. Alors cette réunion, en fait, ils étaient avides d'informations. Moi, je les ai vus comme cela. Et je sais qu'ils ont particulièrement apprécié les échanges parce que pour eux, c'est difficile aussi, c'est ne pas savoir faire. C'est-à-dire, voilà, je suis dans une situation de conflit, je ne sais pas faire. Il y a la culture de l'Institut qui fait que jusqu'en présent, quand il y avait euh, vraiment de grosses difficultés dans certaines unités ou avec un salarié, on passait assez vite sur la sanction. Assez vite sur un conseil disciplinaire, puis finalement ça satisfait absolument personne. D'abord parce que c'est pas notre façon de faire, mais surtout, on n'avait pas d'autres leviers à l'Institut. Et puis, avec des conflits permanents au sein des unités, avec les organisations syndicales, enfin voilà, en tous les cas, personne n'y trouvait son sel. Et il est vrai que cette curiosité, comme je disais tout à l'heure, très saine, cette envie,
C'est important aussi qu'on parle de l'envie et du plaisir parce que ce sont des mots souvent qu'on met de côté en management. On est sur des objectifs, des axes, enfin, des choses très finalement parfois enfermantes, sauf quand on décide, comme on le fait aujourd'hui, de les ouvrir. Mais surtout, j'ai retrouvé une équipe de direction qui avait des lueurs dans les yeux, voilà, qui se disait, bien sûr, le monde n'est pas parfait, il y aura encore un chemin très long à parcourir, mais surtout, c'est ce que j'ai apprécié des directeurs, c'est de se dire, et d'avoir cette humilité, et ça c'est un grand pas, qui consiste à se dire qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Et je trouve que le fait de s'ouvrir par rapport à cette approche de l'EPMN est pour moi une énorme réussite, c'est-à-dire d'être intellectuellement et mentalement disposé à aborder les choses autrement. Euh, voilà, et c'est-à-dire de sortir des maladresses permanentes que moi j'ai aussi, hein, que j'aurai aussi certainement encore, bien que j'ai bénéficié de la formation de l'EPMN, parce que la culture, elle est longue à faire évoluer, mais en tous les cas, d'être sur cette vigilance d'apaisement des relations au sein de notre institut. Donc, ça a été une très très belle réunion avec les directeurs et je sais que quand Jésus et Jérôme ont quitté la salle, ils étaient avides, ils étaient heureux de commencer assez rapidement. Alors, justement, lors de cette deuxième réunion, il y a eu la remise officielle d'un espoir de la médiation. L'objectif était de le faire localement pour Oui. valoriser aussi tous les acteurs locaux qui participent à à cette future réussite, puisqu'un espoir, ce n'est pas pour dire que tout est parfait, mais que tout est en chemin. Et il y a eu donc des opérations qui ont été mises en place. On t'a parlé de QRT tout à l'heure. Il y a eu d'abord les directeurs qui ont suivi une première phase de formation à la qualité relationnelle. Il y a des ateliers qui vont commencer la semaine prochaine, hein, d'ici une semaine. Et puis, il y a des accompagnements individuels avec des études cycles, des restitutions individuelles. Donc, ça, c'est la première partie de mise en œuvre du projet. Il y a aussi d'autres services qui soit l'ont demandé, comme tu as pu l'évoquer tout à l'heure, soit auxquels on a proposé un accompagnement. Et donc, sur 2024, qu'est-ce qui va se passer de plus que cette année qui est déjà bien chargée, bien pleine en qualité relationnelle? Alors, ce qui va se passer, alors déjà, je souhaiterais préciser que si nous avons choisi, alors je suis très attachée au symbole, hein, et la remise de l'espoir hein, de la médiation sur le site de l'EIM est extrêmement importante parce que c'est le site historique de l'Institut. Donc, quand on fait, je veux dire, quand on aborde un nouveau tournant dans son histoire, manier les symboles et le préciser, parce on en a parlé, est extrêmement important. Donc, c'est d'où l'intérêt d'avoir remis cet espoir de la médiation au sein même de la structure historique. Alors, ce qui va se passer sur 2024, nous sommes en train de mettre en place le plan de formation. Et bien évidemment, la QRT a toute sa place. Et les études SIC, hein, parce que bon, la qualité relationnelle au travail, bien évidemment, elle est prise en charge par notre OPCO. Les études SIC, non, mais nous sommes partis du principe que de toutes les façons, il ne faut pas faire les choses à moitié. Et ça n'aurait pas été intéressant voilà, d'avoir uniquement la formation QRT sous prétexte, hein, sous le prétexte financier que c'était pris en charge par nos organismes de formation, mais d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'être vraiment complet dans notre approche. Donc 2024, ce sera bien évidemment, très vraisemblablement, les médecins qui seront formés. Nous mettons aussi en place la formation pour les cadres, donc sur le long terme, parce qu'il y a tout de même plus de 60 cadres de proximité, hein. Il n'y a pas que le sanitaire, il y a le médico-social. Et quand je parle de cadres de proximité, je pense aussi aux services support. Souvent, ce sont des services qui sont un petit peu mis de côté, mais nous avons aussi des managers de proximité dans les services support, c'est-à-dire RH, finance, système d'information hospitalier, services techniques aussi, qui sont souvent les grands délaissés des structures. Ce sont des socles importants en matière de logistique, on ne pourrait pas fonctionner sans eux. Et souvent, ce sont les grands oubliés quand nous partons sur de grandes et belles formations comme cela. On a tendance un peu à les mettre de côté alors que je les sais intéressés. Nous accompagnons aussi en particulier le service accueil, accueil standard qui a rencontré d'énormes difficultés relationnelles.
Donc nous continuerons tout au long de l'année. Et puis nous avons aussi un établissement qui s'appelle la Maison d'accueil spécialisée de l'EIM, qui accueille des résidents polyhandicapés très lourds puisqu'ils sont en coque. Pour quelques-uns sont nourris par sonde. Et nous avons pris la décision. Donc c'est une structure qui a souvent été en très très grande difficulté, tout simplement. Je vous raconte l'histoire et vous allez très très vite comprendre. Il y a une recherche d'identité au sein de cet établissement qui est situé à Leyme aussi. Mais lorsque il y a eu des changements de paradigme au sein de la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'Institut Camille Miret de sortir de son système asilaire, parce que c'était un ancien asile dans les années 70, il y en avait trois en France, hein, de sortir de ce système. L'Institut a créé une prémasse, cette fameuse maison d'accueil spécialisée, où en fait on envoyait là tous les salariés qu'on ne voulait plus voir en psychiatrie. Donc ça c'est extrêmement important. Et surtout s'appeler prémasse finalement, je ne suis pas tout à fait psychiatrie, je ne suis plus tout à fait psychiatrie, mais je ne suis pas encore une maison d'accueil spécialisée. Donc avec des orientations de patients, entre guillemets, dont plus personne ne voulait, parce qu'ils n'étaient plus psychiatriques, en tous les cas, ils devaient sortir du système psychiatrique, mais ils n'étaient pas encore intégrés dans le système médico-social en tant que tel, avec un accompagnement sur du polyhandicap très lourd. Donc là, nous nous retrouvions avec une structure qui vient de fêter quand même ses 25 ans, donc qui traîne cette histoire depuis 25 ans et qui a beaucoup de mal à se positionner. Avec des zones peu définies en matière de responsabilité, une structure très souvent en grève, voilà, mais mal dans sa peau en fait. C'est parce qu'une structure, elle est composée d'hommes et de femmes, et tout le monde peut être mal dans sa peau. Et c'est exactement ce qui se passait avec cette maison d'accueil. Et comme nous avons fermé cette année une unité d'accueil pour enfants polyhandicapés, j'allais dire, j'en ai profité pour dire à la Masse de Leim lors d'une assemblée générale où tout le monde était présent que la Masse de Leim serait notre structure pilote dans le cadre de l'accompagnement au changement par la qualité relationnelle au travail. Voilà, nous avons de très très beaux projets à construire. Il faut vraiment que la Masse de Leim trouve son identité, se revendique comme telle, y compris sur le territoire, pas uniquement au sein de l'institution. Et donc j'ai pris la décision de faire en sorte que cette maison d'accueil qui était toujours allez, la structure montrée du doigt, voilà, la maison d'accueil va encore faire grève, à ceci, à cela, ils pourront quand même faire grève, ça ne changera rien, hein, c'est un droit fondamental. Il reste que dans la relation entre eux-mêmes et par rapport aux patients et par rapport au territoire, et la façon dont nous pouvons les voir et dont eux-mêmes peuvent se voir, il est, à mon sens, indispensable que ce soit la structure pilote. Donc voilà, ça c'est un énorme projet et ils étaient très fiers quand je leur ai annoncé qu'ils seraient structure pilote. C'est la première fois de leur vie en fait qu'ils sont structure pilote. On vient de le voir, il y a de multiples projets avec des Mm. incidences sur le management, sur l'accompagnement au changement, sur la relation qu'il peut y avoir entre les salariés, mais aussi entre les salariés et les patients. Il y a beaucoup d'éléments donc qui vont être mis en place et ça commence aujourd'hui et ça va durer quelques années puisque c'est quand Oui. même un projet d'ampleur avec un nombre de personnels à former ou à accompagner qui est conséquent. Alors c'est l'occasion aussi de pouvoir revenir sur un aspect, alors là qui est plus lié aux médiateurs professionnels, pour leur dire que un projet de ce type-là n'est jamais possible seul, Mm. que là c'est un projet où il y a finalement, en dehors de l'ICM, il y a trois parties. Il y a deux médiateurs professionnels qui se sont rassemblés pour pouvoir répondre aux besoins, et puis il y a l'école, bien sûr, pour tout ce qui concerne la formation. Et parfois, un médiateur qui commence son activité a un peu peur de perdre des clients s'il en parle à quelqu'un d'autre. Ce que l'on peut remarquer quand même, c'est que sur des projets de cette ampleur-là, si on est seul, eh bien, ça n'aboutit pas. Mm. Et il est de bon ton d'être plusieurs parce que déjà, ça rassure la structure en se disant ça, tout n'est pas porté par les épaules d'une seule personne.
s'il y a une maladie, s'il y a quoi que ce soit, il y en a toujours un deuxième. Donc, c'est aussi intéressant. Et puis, l'objectif étant très large à l'ICM, il est fort probable qu'il n'y ait pas que deux médiateurs qui interviennent parce que potentiellement, eh bien, les deux médiateurs qui interviennent aujourd'hui ne peuvent pas être partout. Donc, l'idée, c'est bien ça. C'est vous êtes médiateur professionnel et vous avez peur, vous avez besoin d'avoir des clients pour vivre et parfois vous avez peur de travailler avec les autres. Eh bien, c'est tout l'inverse qui se passe. Je peux le témoigner, hein, ma première mission, c'était parce qu'il y a un médiateur qui a fait appel à moi pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Et là, 13 ans plus tard, c'est à nouveau cette situation où Jésus Rubio, qui est formateur à l'EPMN et qui est un médiateur historique, avec qui j'ai d'excellentes relations, qui fait que on s'est dit, eh ben, on ne peut pas faire autrement que de répondre ensemble à cette demande qui est conséquente, on va dire. Hein. C'est pas juste une médiation ponctuellement, c'est un travail qui va se faire sur le long terme. Alors ça, c'est pour parler des médiateurs. Donc on voit il y a beaucoup de projets, certains qui ont commencé à l'ICM, puis d'autres qui vont arriver à partir de 2024 et au fur et à mesure du plan de formation, hein, puisque c'est quand même un plan de formation pour de nombreux salariés, donc ça se fait dans le temps. Et puis, il y a d'autres aspects sur l'ICM, sur lesquels l'ICM est impliqué, alors qui pourraient ne pas être tout à fait de la qualité relationnelle, et pourtant, il y a des éléments de reconnaissance, finalement. On parle de reconnaissance en médiation professionnelle, et puis là, il y a l'implication de l'ICM dans la culture, dans le sport, dans la santé mentale de manière générale. Alors, c'est trois aspects sur lesquels l'ICM est à l'honneur depuis quelques mois. Et puis là, ponctuellement, il se trouve que c'est la semaine, une semaine spécifique. Tu peux nous en dire un peu plus peut-être? Oui, nous rentrons dans la semaine de la santé mentale. Enfin, en fait, ça va durer 15 jours. Et lundi, nous avons ouvert cette semaine à Cahors avec... alors, en général, on commence par le début. Hein, donc, c'est l'histoire de la psychiatrie. Et ensuite, à l'intérieur se greffe bien évidemment l'histoire de l'Institut. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous participons à la journée du patrimoine. Nous ouvrons tous les sites, alors j'allais dire, sauf les unités fermées, même si aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tellement, je le dis un peu sous couvert de la plaisanterie, mais souvent, ils nous demandent d'aller visiter des chambres d'isolement. Alors là, en règle générale, quand même, nous refusons. Donc, nous sommes très, très impliqués au niveau du Grand FIJAC hein, sur la journée du patrimoine. Nous participons aussi aux activités sportives, puisque nous participons à une grande manifestation dans le Lot qui s'appelle Equiden. Et parce que tout simplement, l'ICM a été l'institut qui a fait partie des premiers instituts à prendre en charge les patients atteints de la chorée d'Huntington. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une pathologie où la personne est consciente jusqu'au bout, mais est enfermée dans son corps petit à petit. Donc, on n'en guérit pas, mais nous l'accompagnons. Voilà, donc nous avons aussi une salle de sport sur place. Enfin, nous sommes extrêmement investis. Effectivement, nous rayonnons véritablement sur le territoire. Mais je tiens à préciser aussi que nous allons bien au-delà de cela, puisque l'Agence régionale de santé est informée de notre démarche et particulièrement intéressée, puisque nous avions une réunion autour des projets régionaux de santé toute la semaine dernière et j'ai abordé cette question de la qualité relationnelle au travail. Et il se trouve que je suis aussi la déléguée départementale de la FEA pour le Lot et les autres structures lotoises et au-delà, hein, puisque nous influons aussi au sein de l'Occitanie. Toutes les autres structures sont aussi intéressées. Et je disais tout à l'heure que, parce que Jérôme, tu parlais du long terme, c'est du très très long terme. Nous sommes en train de revoir le projet associatif qui est le socle sur lequel auquel tout le monde peut se référer. Et la qualité relationnelle, la médiation professionnelle seront, je vais dire, désormais inscrits dans l'histoire de l'Institut au travers de ce projet associatif. Il faut savoir que nous portons des valeurs très fortes au sein
de l'Institut. Et les trois valeurs qui nous portent, nous les avons choisies, c'est humanisme, solidarité et responsabilité. Et le socle commun de ces trois valeurs, eh bien, ce sera la qualité relationnelle et l'entente sociale. Donc c'est un programme, j'allais dire, politique au sens politique du terme et au sens noble du terme, un programme à très très long terme. Vraiment, le projet associatif, c'est sur 5 ans. Euh, pour moi, nous irons bien au-delà de 5 ans, parce que d'abord, il y a 1200 salariés. Et puis surtout, quand on s'engage dans la qualité relationnelle, c'est pas, comme on dit, un one-shot, c'est-à-dire on fait le plan de formation et puis après c'est fini. Ça se passe pas du tout comme ça, d'autant que nous avons aussi une directrice qui est en cours de formation à l'EPMN. Donc voilà, nous continuerons bien évidemment à ruisseler, tout simplement parce que euh, on parle du projet associatif, mais c'est un projet de société. C'est-à-dire que un projet de société, il ne se construit pas en 1 an, en 2 ans, même pas en 5 ans. Un projet de société, c'est du très long terme parce qu'il y a aussi la transmission. Il y a ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous transmettrons aux générations futures, aux successeurs des différents directeurs, des salariés qui sont sur place. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est un vrai projet de société. C'est vraiment un projet à long terme. Oui, c'est ce qui résume finalement le mieux Oui, l'essentiel de ce que tu as dit. C'est non seulement un projet en interne, mais c'est un projet à diffusion sur le territoire et puis plus largement, puisque tu parlais d'Occitanie et puis de l'ARS. Donc il y a une visée politique au sens oui, de la vie de la cité, très oui, clairement, clairement. sur l'entente et l'entente sociale. Alors c'est une des raisons pour lesquelles ce projet méritait bien d'être soutenu avec un espoir de la médiation, c'est que c'est bien au-delà des actions individuelles ou collectives, ponctuelles ou sur le long terme. C'est une vision sociétale de la vie en société, pour le coup, et de l'entente et de l'entente sociale. Donc, on est très heureux de pouvoir accompagner ce type de projet parce qu'au-delà du fait qu'on intervient individuellement les uns ou les autres, ça porte le projet sociétal de la médiation professionnelle. Oui, Et ça. un médiateur, quand il adhère à ce projet-là, ne peut que se satisfaire qu'une idée, une idée folle peut-être, pas d'inventer l'école, mais de réinventer les relations, puisse se transmettre et trouve finalement un écho parce que ça répond à un besoin qui est lui très pragmatique. C'est que de plus en plus, les situations, les relations sont très rapides, très réactives et que réaménager ces relations avec de la qualité relationnelle permet de mettre en place tous les autres projets. Si un projet est central, c'est bien celui-ci. Pour s'entendre, il faut déjà commencer par remettre de la qualité relationnelle et puis ensuite, tous les projets peuvent être mis en œuvre et surtout réfléchis ensemble. Voilà. Je te remercie et Frédéric, ça va être les dernières minutes, hein. Ce que je te propose, c'est de te laisser le mot de la conclusion sur ce que tu veux transmettre peut-être à d'autres établissements du même type ou tout simplement pour conclure sur le point qui te paraît le plus saillant et que tu as envie de mettre en avant. Alors, le point le plus saillant, je me souviens quand j'étais allée à la foire de Toulouse, j'avais beaucoup échangé avec Jésus aussi. Bon, j'ai échangé beaucoup avec toi autour de la philosophie, de la qualité relationnelle et de l'entente sociale. Et nous avons aussi, avec Jésus, de beaux échanges autour de l'utopie, qui est une notion sur laquelle nous pourrions philosophiquement beaucoup travailler. Dans de beaux projets comme ça, et je me rattache à l'histoire de l'EPMN, il y a toujours une petite part d'utopie. Et au fur et à mesure que cette utopie, on la creuse, hein, on échange avec les uns et les autres autour d'elle, mais finalement, elle prend vie et elle prend forme. Et je dirais que la vocation de l'utopie, c'est peut-être aussi ça, c'est de sortir de l'idée commune que l'on en a pour tout simplement la faire vivre. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci Frédéric. Donc, on se retrouve demain au symposium aux alentours de 16 heures pour évoquer certains points et puis pour voir ce qu'il en est de plus ou de moins, en tout cas pour pouvoir échanger sur cet espoir avec tous les médiateurs qui seront présents et toutes les personnes qui seront en distanciel, puisque c'est un symposium qui est totalement ouvert. Il y a du présentiel et
en visio. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur certains points. Merci beaucoup à l'ICM. Et puis, je ne pourrais pas terminer cette émission sans saluer l'ensemble du service, des services de l'ICM, hein. Je pense à Ludovic Lafont qui fait un travail de com tout à fait exceptionnel. J'adore en plus. Et puis, bien sûr, à Madame Danewski, qui est la DRH, et à tous les membres de l'équipe, et au directeur, donc, qu'on va retrouver dès la semaine prochaine pour les ateliers. Attention, on arrive. Merci à toutes et à tous d'avoir participé et d'avoir assisté à cette nouvelle émission de l'Hebdo de la médiation. Nous nous retrouverons dès la semaine prochaine, le mercredi, de 12h30 à 12h30. À très bientôt. Au revoir.